Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui pense à tous, même aux absents, pardon. Je bug parce que je suis un peu triste pour deux sélections qui sont pas les miennes, mais pour lesquelles j'ai quand même une sympathie, car l'Italie et l'Algérie, messieurs et mesdames, ne seront pas la Coupe du Monde. Ça fait 2 fois de suite, si je dis pas de bêtises, que ces équipes seront absentes. Et on a décidé d'en parler. Le premier invité, vous avez l'habitude de l'entendre sur La Gonfle, c'est un petit peu notre multicasquette nationale. Salut Aurélien. Salut Simon, salut à toutes et à tous et salut Yacine qui se Salut. présentera plus tard. Et en effet, c'est donc un podcast qui saura quoi faire en novembre-décembre 2022. Exactement. Une petite raclette devant un match de foot, c'est pas banal. Et mon second invité, lui, n'est jamais venu. Vous l'avez peut-être lu sur différents sites sur Internet, notamment Calcio Mio, que vous connaissez déjà si vous écoutez l'émission ou que si vous aimez le foot italien. Il a pourtant tout pour être malheureux et il a toujours une joie de vivre. Je dis ça parce qu'il supporte l'Algérie, il a une sympathie pour l'Italie, mais surtout il est supporter de la Juve. Salut Yacine. Salut Simon, écoute, t'as bien résumé le début d'année 2022 que je viens de passer. J'ai tout perdu, voilà, c'est simple. Donc on va essayer d'analyser ça en gardant la bonne humeur parce que niveau foot, c'est tout ce qui me reste cette année. Mais moi je sais que tu as une capacité de robot énorme parce que tu arrives à te délecter du cortomuso d'Allegri, ce qui fait de toi une très belle personne qui pourrait, si jamais tu es fidèle jusqu'au bout, te valoir une canonisation dans notre bonne église chrétienne, même si, at- Espérons, espérons. attention, ce serait beau, mais le pape François ne canonise personne depuis qu'il est arrivé. Voilà, c'était le petit point culture et j'embrasse ma chérie qui est à Rome, c'est pour ça que j'ai un petit peu pensé à Monsieur François. On va commencer déjà par un petit sentiment général. Je vais commencer avec toi, Yacine, et l'Algérie. Mhm. Il n'y a pas d'Algérie à la Coupe du Monde, encore une fois. Il n'y a pas d'Algérie à la Coupe du Monde. Il y avait déjà pas d'Algérie, enfin, elle était là, mais pas trop à la Coupe d'Afrique en janvier, parce qu'elle est sortie au premier tour après 35, il me semble, matchs sans défaite, ou 36. Et un statut d'archi favori, un peu comme la France en 2002. On a pu mettre l'élimination de l'Algérie sous le coup de la malchance à la CAN, avec les 25 occasions contre la Sierra Leone, les pelouses éclatées du stade que nous a gracieusement accordé le Cameroun. Et après, il y a eu la remobilisation pour le barrage de la Coupe du Monde, parce que enfin, j'imagine que vous le savez, mais les barrages Afrique pour la Coupe du Monde, c'est vraiment la guerre de la guerre. Et on était tombé contre le Cameroun, qui est un grand pays, et l'Algérie, après avoir gagné 1-0 à l'aller, est sortie dans la polémique. Donc en fait, autant on pouvait ressentir pas un déclin, mais une certaine perte de vitesse de l'Algérie depuis, on va dire 5-6 mois avant la CAN, donc mi-2021. Autant que ce soit l'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique et celle à la dernière seconde des barrages pour la Coupe du Monde, il y a énormément de malchance, il y a des problèmes d'arbitrage, donc c'est difficile d'avoir une analyse qui soit seulement sur le déclin. Mais Voilà. c'est surtout qu'on l'a pas vu venir et que toutes les, Ah bah toutes non, bah les non. armes étaient réunies pour faire quelque chose de Exactement, bien. Donc exactement. c'est d'autant plus surprenant et c'est un constat qu'on partage, Aurélien, aussi pour l'Italie, championne d'Europe en titre, qui va nous faire telle la Grèce en 2004 par exemple, et il y a d'autres exemples, je crois qu'il y a la Tchécoslovaquie notamment. Exactement, L'Italie, elle Tchécoslovaquie aussi, et Danemark. c'est ça. Le Danemark qui déjà ne devait même pas aller à l'Euro à l'époque. Voilà, encore une fois, il va falloir attendre 4 nouvelles années pour aller à la coupe du monde. Oui, surtout que, si tu prends l'Algérie avant la CAN, malgré le tirage au sort, parce qu'il me semble qu'il a été fait juste avant cette compétition. Tu disais que l'Algérie face au Cameroun, il y avait pas photo, mais c'était plus qu'un balotage favorable pour les Fennecs. Et idem hein, pour l'Italie, tu sors de l'euro, tu te dis bah, le vainqueur de l'euro, il n'y a pas de raison que ce soit pas d'ailleurs un des outsiders de la coupe du Monde 2022.
et à la fin, bah, tu tombes complètement des nues et en effet, hein, un peu comme, Yacine, si tu as une sympathie pour l'Algérie enfin, c'est plus qu'une sympathie pour l'Algérie, pour Yacine et si tu adores, l'Italie, bah, tu te retrouves, vraiment, circonspect bah, en effet, bah, la raclette, tu la mangeras, tout seul avec, ton conjoint, ta conjointe, tout ce que tu veux, ta famille, mais pas devant le foot. On a quand même cité 2 fois la raclette en plein ramadan. Nous ne sommes pas les meilleurs interlocuteurs en je m'excuse d'avance, hein. Mais oui, pour être un peu plus sérieux, il y a aussi un point commun et c'est ce qu'on voulait noter, surtout, c'est messieurs, on a quand même 2 champions continentaux il y a quand même, Mmh. peu de temps, même si bon, l'Algérie n'était plus champion en titre au moment de l'élimination. Elle a quand même gagné une CAN, il y a pas si longtemps. L'Italie est championne d'Europe en titre, hein, elle va même disputer cet été une finalissima avec le vainqueur de la Copa América, bah, qui a perdu un peu, qui a un peu perdu de sa splendeur puisqu'il n'y aura pas l'Italie à la Coupe du Monde. Mais il y a des similitudes entre ces équipes, notamment dans la dynamique. On dirait qu'elle est presque commune. On parle de Ouais, champions continentaux, de deux équipes qui ont frôlé, qui ont même, je crois, battu le record de victoire pour une sélection en série. L'Algérie a battu son propre record et s'est approché du record de tous les temps. Et l'Italie, je crois, se l'est adjugé ou l'a égalé. Et pourtant, au moment peut-être le plus important de leur reconstruction, ça a été la cata, Yacine. oui, bah, si on prend l'exemple de l'Italie, il y a en Euro, même à la fin de l'Euro sur, Calcio Mio, on disait déjà que, la victoire, même si, il y avait une excellente préparation en amont, il y avait quand même un groupe et une idée qui s'était formée juste pendant l'Euro. C'était vraiment une équipe qui a gagné pendant la compétition, qui n'était pas du tout arrivée favorite. Mais comme tu as dit, personne ne s'attendait à une élimination. Il y a eu, ces 2 pénaltys de Jorginho, un contre la Suisse, un contre la Bulgarie, si je ne m'abuse, C'est pas les 2 contre la qui auraient Suisse? 2 contre la Suisse alors, je sais plus. Mais en tout cas, il y a ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 Non, il y en a 2 en Irlande du pénaltys. Nord, il me semble. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, il y en a 2, ça c'est sûr, de Jorginho, qui ratent alors que ça faisait, des mois et des mois qu'il n'en ratait plus, qui aurait pu envoyer l'Italie à la coupe du monde facile. Après, il y a cette, occasion de Berardi contre la Macédoine du Mmh. Nord sans gardien qui réussit à mettre où ça? Bah, sur le gardien. Donc, c'est pour ça que je disais au début que c'est très difficile d'analyser la fin des dynamiques de l'Italie et de l'Algérie parce que contrairement à des équipes qui tombent parce qu'elles sont en déclin, en perte de vitesse et qu'on pouvait s'y attendre, là, il y a un facteur malchance quand même qui est énorme et qui n'est pas à négliger quand même. Bon, le foot, c'est un peu, un lieu commun de dire que ça se joue à rien, mais là, pour le coup, que ce soit encore plus pour l'Algérie, parce que c'était à 10 secondes, et aussi pour l'Italie, ça s'est vraiment, vraiment joué à rien. Et à un pénalty près, ou à une tête défensive près en ce qui concerne l'Algérie, on aurait ces deux pays à la Coupe du Monde, l'Italie qui serait pas loin d'être là, le pays favori, et l'Algérie qui serait un bon decider pour aller au moins en huitième. Comme quoi, tout peut changer en l'histoire de quelques secondes, quoi. Et c'était bien 2 pénaltys face à la Suisse, ratés, Voilà, donc c'est ça. Ouais. c'est encore plus déprimant. C'est vrai, Aurélien, que les 2 scénarii bon alors, l'Algérie, c'est presque une habitude, et je parle pour toute l'Afrique, c'est un parcours du combattant, hein, les qualifications Ah oui, oui, sur le oui, oui, c'est continent. koh oui, bien sûr. Mais pour l'Italie, on sent vraiment qu'il y a peut-être eu aussi un peu le spectre de 2017 qui est venu s'inviter et que, bah, un mini événement a mal tourné et ça a eu l'effet domino. Bah, il fallait, franchement, il fallait l'écrire, hein, la frappe, de l'attaquant, macédonien, qui est passé par Palerme, qui Oui, marque ça c'est dingue. dans son ancien stade, à la dernière, quasiment à la dernière, minute de jeu. Ça c'est vraiment, enfin, que tu vois, quand on parle de foot et qu'on nous reproche parfois: «Oui, le foot brasse trop d'argent». Oui, mais le foot, il y a plein de petites histoires, plein de belles petites histoires et bah, ce joueur-là, a réussi à mettre une nouvelle pierre, à l'édifice, footballistique. Donc mais c'est vrai que tu parles aussi également des comment ça s'appelle?
du, comment, des éliminatoires de la Coupe Afrique. Il y a rien qu'à voir la tête, des derniers playoffs, si on a envie un peu de parler comme ça. Tu avais le Sénégal qui rencontrait l'Égypte, tu avais la Tunisie aussi qui rencontrait, Le Mali. le Mali, et le Ghana, je ne sais plus contre qui ils ont gagné, mais tu vois, par exemple, le Ghana qui a fait une CAN Nigeria, horrible, Nigeria. ouais, et le Nigeria qui a fait une, superbe CAN quand même s'ils sont, ils sont un peu fait avoir, c'était contre, c'était contre l'Égypte, si je me trompe pas, au penalty? Non. Le Sénégal, c'est contre l'Égypte. Ghana, Nigeria, Tunisie, Mali, Maroc, Congo et Algérie, Non, mais le Cameroun. Nigeria quand ils perdent à la CAN. Ah! Ouais, c'est au penalty, ouais, contre l'Égypte. D'accord, donc voilà, donc c'est là où tu te dis que dans tous les cas, il y a un gros qui va tomber. Il y a un gros africain, un gros pays africain, qui va tomber, bah, cette fois-ci, enfin, oui, bah, l'Égypte est tombée, et l'Algérie l'a rejointe, sachant que, je sais qu'après les matchs allés, on se disait, que quasiment tous les pays du Maghreb pouvaient participer à la coupe du monde, et finalement, Exactement. tu n'auras que le Maroc et la Tunisie, si je me trompe pas. Alors je fais une petite rectification, il me semble que le Nigeria perd contre la Tunisie, si je dis pas de bêtises. Non, non, c'est Tunisie-Mali. Nigeria, Ghana. Ouais. En huitième de finale? Non, c'est bien la Tunisie, Ah! oui. Pardon, je crois que tu parlais des barrages. Non, c'est Oui, bien la oui. Tunisie, oui, qui gagne 1-0. Oui, je me suis Voilà. trompé, ouais. Oui, après au barrage, c'est non, au barrage, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est assez aberrant de voir que les 2 finalistes de la CAN, sont dans le même barrage, pour la coupe du monde. C'est un peu improbable. Bon, on a déjà parlé du problème du foot africain avec Aurélien, on sait que c'est un petit peu, immérité tout ce qui se passe et que ça rend les choses compliquées. Et ça rend tout ça un peu terrible. J'ai aussi une pensée pour tous les supporters rosanero, donc les supporters de Palerme, qui ont vu leur équipe être reléguée financièrement au niveau amateur, qui doit remonter, qui vit des moments difficiles, qui ont un peu cette fête du football qui peut être marquante, hein, en faire partie de l'aventure jusqu'au renouveau de l'Italie à la Coupe du Monde et qui finalement va devenir le théâtre de la seconde tragédie du siècle pour le football italien. Ça fait mal. Et je me dis que enfin, ça ajoute un peu de drama. Et des fois, en fait, le foot, c'est voilà, et tu le disais, Aurélien, il y a beaucoup d'argent, mais le foot, ce sont des moments inattendus. C'est aussi ce qui rend le football beau. Et il y a souvent ce débat de dire que, par exemple, il y a 4 ans, quand il y a enfin non, si, c'était il y a 4 ans. Quand il y a pas eu, les Pays-Bas et l'Italie à la coupe du monde, on a dit: «Oh, ça fait bizarre et tout». Mais c'est aussi ce qui est beau, c'est qu'il va y avoir d'autres équipes, de nouvelles têtes. C'est aussi ce qui rend le football beau, et le jour où, ces sélections vont revenir, elles vont vraiment apprécier ce retour. Ça redonne un peu aussi de piment au football international, même quand tu es une grande équipe. Ça fait un peu penser à la Juve qui, quand elle regagnera un titre, il aura tellement plus de valeur que la plupart des Scudetti gagnés d'affilée, tellement c'était C'est devenu vrai, c'est vrai. banal. Et faut pas oublier que voilà, le football, s'il est aussi populaire, c'est que absolument tout le monde peut battre tout le monde, comme si on était finalement à égalité, tel les droits de l'homme l'imaginent en vérité. Ça fait toujours mal, mais c'est aussi des émotions qui permettront de se délecter des futurs bonheurs. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a connu l'Italie, hein. L'Euro, remporté, face à l'Angleterre, c'était génial. Avoir connu la galère et finalement gagner, c'était exceptionnel, et ça a procuré des émotions folles. Et puisque je parle de l'Euro, ça fait une transition toute trouvée. Yacine, est-ce que Oui, justement ces victoires continentales qui ont alors d'un côté, qui ont façonné le renouveau, qui ont montré que ces équipes étaient retournées à un potentiel plus important, finalement, est-ce que ça n'a pas été, un piège, ça n'a pas eu, un effet contre-productif? Ça leur a donné une stature peut-être, trop importante trop vite, et au final ça coûte, une élimination prématurée,
dans l'aventure mondiale, quelque temps après. Non, je pense pas qu'on peut dire que le fait, d'avoir gagné une compétition continentale, a a été un problème, en fait, pour ces équipes. Non, le d déjà, c'est différent, comme tu disais au début, pour l'Algérie par rapport à l'Italie, parce que l'Algérie, ça fait déjà 3 ans et en fait, l'Algérie a eu la chance de gagner, cette coupe d'Afrique finalement, quasiment au début du cycle, parce que Belmadi est arrivé en 2018, alors que l'Italie, c'était quasiment la fin d'un cycle, ou en tout cas, c'était l'aboutissement de 3 ans de travail du Mandchou. Mais après, non, arriver avec le statut de favori, ça devrait pas être un problème pour cette équipe-là, justement, qui ont réussi à gagner des compétitions continentales et qui, en plus, l'ont assumé après. En particulier l'Algérie, parce que la Coupe d'Afrique de l'Algérie a lancé cette série de victoires qui a mené le pays du Maghreb à 2 matchs du record de l'Italie. L'Italie a réussi à rester 3 ans invaincue en jouant en Europe contre beaucoup de grandes nations, en gagnant l'Euro sans perdre un match. Donc non, les raisons des éliminations de ces 2 pays, je pense pas qu'elles sont à chercher dans le problème qu'ils ont eu à endosser le costume de favori. Aurélien, toi, tu es d'accord avec Yacine ou tu penses, soit, pour les 2, soit pour, l'un d'entre eux, que gagner si tôt a permis de prendre un statut peut-être trop tôt? Ou est-ce que justement ça aurait dû, donner vraiment un souffle nouveau dans la bonne dynamique et au contraire de peut-être aller chercher, quelque chose de fantastique derrière? Je rejoins un peu Yacine sur, surtout sur la dynamique, de l'Algérie. C'est qu'ils gagnent la CAN, en juillet, 2019 et Belmadi, était déjà en pleine construction, donc c'est venu, vraiment, c'était une nouvelle pierre à l'édifice et il a réussi, bah, à garder ce statut de grande nation, enfin en tout cas de grande nation africaine et en tout cas de nation importante du football mondial, notamment en faisant, en gagnant 3-0 contre la Colombie. Il y avait eu aussi un match nul 2-2 contre le Mexique, donc ce qui permet de se préparer, bah, par exemple, à la Coupe du Monde et à se dire: «Tiens, les résultats sont plus que faisables». C'est vraiment à l'approche, pour Belmadi a commencé à se déliter vraiment à l'approche de cette CAN 2021 jouée en 2022, mais bon, ça c'est tout ce qui se passe avec le Covid. C'est vraiment à partir de là qu'il a commencé, à se déliter et qu'on a commencé à voir, que, son dispositif, d'ailleurs qui est un 4-3-3 aussi comme Mancini, donc c'est assez drôle, hein, c'est de voir que, il y en a quand même, hein, des similitudes, le dispositif tactique, le fait de donner des clés du camion, soit à des jeunes, soit à des joueurs, un peu fétiches. Donc voilà, deux révolutionnaires. Mais là où ça a été vraiment, ouais, ça a été compliqué, où l'Algérie a vraiment senti le poids d'être, la plus cette grosse nation, ce favori, c'est vraiment au début de cette CAN, 2021 et c'est ce qui l'a sûrement fait, flancher et comme derrière, il y a eu, heu, des résultats, enfin, c'est un résultat désastreux, hein, d'être éliminé au premier tour quand tu viens de gagner le trophée et ils n'ont pas réussi à se remettre en avant et contrairement, finalement, le Cameroun, quand tu regardes, c'est cette CAN qui leur a permis de lancer véritablement cette dynamique pour battre l'Algérie, même s'il y a l'arbitrage scandaleux qu'il faudra jamais Oui. oublier. Euh, mais à la fin, pour moi, le résultat, voir l'Algérie dehors, ça ne m'a pas surpris, surtout quand elle s'est avancée contre le Cameroun. Bah, il y a un côté prévisible, messieurs, de ce qui s'est passé parce que on sait très bien que quand, tout va bien, on peut, bah, voilà, on touche presque plus terre, on fait tout ce qu'on entreprend, est magnifié, dans les pieds, ou avec la tête ou toutes les autres parties autorisées au football et on l'a vu, hein, parce que, beh, on a 2 équipes à grande série
et on a eu l'impression que vraiment, il a fallu contrebalancer derrière. C'est-à-dire, bon, ben, l'Algérie, c'est encore plus terrible. Il y a une élimination, à la CAN en tant que champion en titre. Après bon, la malédiction du champion arrive très souvent au football, donc ça peut Mmh. ça n'est pas si surprenant que ça, de nos jours. Et l'Italie, qui sortait d'une campagne assez bonne, et d'ailleurs les campagnes de qualification, hors le problème, avec la Suède auparavant, ça n'a jamais été le gros problème de l'Italie, c'est ça qui est étonnant. Et là, voilà, ça tombe au pire moment. Il y a aussi les blessures qui interviennent au pire moment. Je pense à l'absence de Chiesa qui est quand même un Mmh. atout, majeur de l'Italie, et l'Italie ne peut pas forcément se permettre d'avoir trop d'absents, d'ailleurs, dans le secteur, autant offensif que défensif. Il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose qui a cloché. Et du coup, je veux savoir, comment vous analysez un petit peu ces déroutes? Parce que personnellement, en fait, ce qui me faisait penser à l'effet Euro ou l'effet CAN, c'est que surtout dans le cas de l'Italie, hein, notamment, il y a vraiment une différence, je trouve, dans comment, aborder, les matchs. C'est-à-dire que évidemment, quand tu es l'Italie, la plupart des matchs que tu joues, hormis contre des nations de même calibre, tu as le ballon. Mais l'Italie avait quand même pas une possession ultra prononcée. Enfin, c'était pas le Barça de Guardiola pour autant. Et elle arrivait à avoir quand même des adversaires assez ouverts. Et plus on est avancé, plus on s'est rapproché de l'échéance fatidique, plus j'ai trouvé, moi, l'Italie obligée d'entreprendre, et tomber contre des défenses vraiment resserrées. Enfin, la Macédoine, voilà, c'est magnifique, hein, l'histoire, mais enfin, la Macédoine, elle a rien fait du match. Elle a posé le bus derrière, comme Chelsea a pu le faire face au Bayern, fut un temps. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont eu du mal à assumer le jeu, et ils étaient peut-être pas prêts à faire ce pas-là, parce que on sait que c'est un pas technique, c'est un pas tactique, mais enfin, c'est aussi un pas mental. Tu changes de mentalité, et c'est un truc qu'on connaît bien en France, parce que souvent quand les Français, on est bon et qu'on le sait, tout est réuni pour qu'on finisse par, faire un peu caca culotte, comme on dit. Du coup, Yacine et puis Aurélien aussi, Mmh. comment vous voyez, cette déroute? Qu'est-ce qui a cloché, du coup? Parce que personnellement, j'ai vraiment vu un avant-après, après, est-ce que c'est dû au contexte où il y a un ultra favori contre un moins gros adversaire? Ou, c'est, une physionomie, c'est un coup tactique, c'est la question du moment? Moi, je pense que c'est une question d'efficacité surtout, parce que, je suis d'accord avec toi quand tu dis que l'Italie a eu du mal à faire face au bloc bas de la Macédoine, mais d'un autre côté, si, les Italiens rentrent à 2 ou 3-0 à la mi-temps contre la Macédoine, personne n'est surpris. Il y a, le en fait, la grande question, au-delà de la tactique, de la technique, des remplacements et cetera, dans les matchs où justement tu joues face à des équipes, on dirait des clones de l'Atlético, c'est que il faut mettre les occasions que tu as parce que tu en auras pas beaucoup. Après l'Italie, on a eu, allez 7-8, 6 peut-être, des occasions vraiment franches contre la Macédoine. Il fallait au moins en mettre une. Moi, je pense à celle de Berardi, Bah, il y en a eu forcément plusieurs, parce ouais. que le but Et oui, une tête de parce que le but Bastoni qui est bien faite, mais beaucoup trop au centre. oui, oui, voilà. Donc en fait, l'Italie a du mal à se libérer. C'est là que je peux vous rejoindre sur la question du spectre de 2017, même si, ça aurait pas dû avoir lieu contre un pays aussi petit que la Macédoine, avec tout mon respect. Mais le retour du spectre, c'était dans le manque d'efficacité. Peut-être, que les joueurs ont tremblé au moment de mettre le ballon dans le petit filet. Ils ont voulu trop cadrer, trop centrer, trop assurer et avec, une meilleure efficacité, l'Italie serait largement passée. Après, contre le Portugal de Cristiano, ça aurait été une autre histoire. Mais déjà, perdre, ne serait-ce que perdre en finale contre, l'équipe menée par le meilleur joueur de l'histoire, ça aurait été mieux que perdre contre la Macédoine. Donc ouais, pour moi, c'est une question d'efficacité. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélien, mais je mettrais ça avant même les problèmes tactiques de Mancini, qui, il est vrai, que ce soit dans le choix de ses joueurs, on va, on va reparler du Joao Pedro, j'imagine, ou dans le choix de la formation qui n'a pas voulu changer quand il le fallait. Ça a été problématique aussi. Ouais, ouais, non, mais complètement, surtout que il me semble avoir fait une stat des matchs de Mancini lorsqu'il a post-Euro.
De mémoire, je crois que c'est, 7 buts, 7 ou 8 buts, dont Mmh. 4 ou 5 contre la Lituanie. Donc en fait, tu vois, là-dessus, tu parlais de problèmes d'efficacité offensive. Oui, tu l'as complètement vu. Surtout que bon, c'est vrai que, on fera sûrement le parallèle, mais il y a un entraîneur qui a complètement débloqué, et ça s'est vu lors des conférences de presse, et tu en as un qui a complètement débloqué et ça s'est vu sur ses choix de joueurs. Et oui, dans tous les cas, en fait, on parle de Joao Pedro parce que ça reste quand même un bon buteur en Italie, mais on sait très bien que si le mec n'a jamais été appelé en sélection du Brésil, c'est qu'il y a des raisons, même s'ils ont un Oui, vivier oui, oui. plutôt important. Je pense aussi au cas Luis Felipe, mais Luis Felipe, il était à deux doigts d'être sélectionné par Titch parce que derrière Marquinhos, c'est pas ouf en défense centrale côté Seleção. Mmh. Mais ouais, enfin, le cauchemar de 2017 a été rejoué, oui, parce que derrière, tu as encore un entraîneur qui aussi ne savait pas quoi faire. C'est vrai qu'il a fait rentrer Chiellini, alors que Ouais. lors du match contre la Macédoine du Nord, alors qu'à un moment, tu savais qu'il fallait faire comment rentrer quasiment tous les joueurs offensifs possibles et inimaginables. Alors on sait très bien que Chiellini, c'est pour son apport mental et tout le leadership qu'il amène lorsqu'il il est dans la sélection. Mais à un moment, il y en a qui ont, je pense à Théo par exemple, qui a fait une comparaison. Insigne qui avait le feu aux jambes et le feu dans les jambes et que Ventura fait rentrer De Rossi, bah, finalement Mancini c'est un peu venturisé. Bah, c'est surtout qu'il fait rentrer un des seuls joueurs encore présents dans cette équipe qui a vécu, la défaite, enfin l'élimination face à la Suède. Donc mentalement, je sais pas si c'est le meilleur symbole que tu puisses envoyer. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Après, je pense qu'il y a pas besoin d'aller jusqu'à Chiellini. On sait que la nazionale, elle a essayé de mettre un coup, Belotti, Immobile en concurrence. Ensuite, elle a essayé de confirmer Immobile et les 2 qui sont très bons dans leur carrière en club, avec l'un qui est à la Lazio actuellement, l'autre qui a fait quasiment toute sa carrière au Torino. Et certains d'ailleurs l'accusent de ne pas être parti pour un club plus huppé pour justement se préparer à jouer à un niveau supérieur. On n'a pas trouvé côté italien un attaquant suffisamment tueur, visiblement, ou alors des ailiers tueurs. C'est vrai que alors si je dis pas de bêtises, Berardi, c'est pas un mec chirurgical devant le but, c'est pas son registre, il s'exprime aussi autrement. Et Immobilier, il veut carrément mettre fin à sa carrière internationale apparemment, donc ça vous donne un peu la mentalité du bonhomme. Donc c'est vrai que c'est très étonnant aussi bah, je sais pas, de faire rentrer un défenseur et de pas chercher la clé absolument de devant. Et surtout, il fallait effectivement, je pense, tuer le match plus que de préserver le score, surtout quand tu t'es procuré autant d'occasions. Pour faire le parallèle avec l'Algérie, Yacine, est-ce que tu penses aussi qu'il y a eu un vrai problème offensif côté algérien? On sait que il y a eu une question un petit peu aussi devant côté algérien, si je dis pas de bêtises, tu Mmh. tu me tu me corriges si je me trompe. Il y a Oui. eu un petit peu un débat, Bounedjah, Belfodil dans la liste. Il y a eu le couac et Andy Delors, qui aurait pu être évité facilement parce que je pense que le bonhomme n'était pas indispensable à l'Algérie pour venir le chercher lors de sa naturalisation, et donc éviter ensuite ce problème avec l'OGC Nice notamment. Est-ce que toi aussi tu penses que pour l'Algérie en tout cas, il y a un problème également offensif? Ouais, il y a eu un problème offensif cette année. Ça s'est manifesté durant la CAN parce qu'en fait, depuis l'arrivée de Belmadi, que ce soit Slimani, Bounedjah ou Delors, parce que bon, Belfodil il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, hein, en mars, mais donc ces trois-là, on ajoute Mahrez, Ferouli, Belaïli surtout. L'Algérie pardon a cartonné.
Il y a eu des 4-0, des 6-0 en pagaille. Et en fait, quel que soit le joueur qu'on mettait, c'était pas un problème. Mais en 2022, il y a eu ce match de la Sierra Leone, au premier match du premier tour de la Coupe d'Afrique, qui a réveillé des démons dont on ne soupçonnait même pas l'existence. L'Algérie a fait 34 tirs contre la Sierra Leone, n'a pas réussi à marquer. Après, il y a eu aussi une sorte de... une- en fait, Belmadi, ses équipes et les joueurs, et donc tout le peuple algérien, ont commencé à croire à une malédiction. C'est devenu limite une prophétie autoréalisatrice parce que on a été foutu au stade de Japoma. Sincèrement, là, c'est pas pour défendre l'Algérie, mais la pelouse, c'était un champ de patates. Donc à partir de là, l'Algérie pouvait plus développer son jeu. Donc Belmadi a paniqué et a voulu totalement changer l'identité de l'Algérie euh, avec une philosophie de contre et de long ballon. Donc c'est pour ça que contre la Guinée équatoriale, je sais pas si vous avez vu le match, mais moi je l'ai vu, j'étais choqué parce que j'avais jamais vu l'Algérie de Belmadi jouer comme ça. C'était que des longs ballons, aucune construction. Contre la Côte d'Ivoire, pareil. Ça a marché contre le Cameroun, le match aller, mais c'était vraiment de la chance parce que bon, c'est une tête de Slimani sur coup franc. Après, il y a eu un face à face et c'est tout. Mais il y a eu une certaine panique, ouais. Il y a eu peut-être que Belmadi n'a pas eu assez confiance en un groupe qui cultivait pourtant depuis 4 ans. Et tout ça a coïncidé avec une certaine baisse de forme de Bounedjah qui, depuis le départ de Xavi, de son club au Qatar, a totalement perdu confiance. Delors, comme tu en parles, il est plus sélectionné. Belfodil, j'ai même pas envie de parler de Et lui. il revient un peu de nulle part, hein. Je savais même pas qu'il joue encore au C'est, foot. bah, en fait, c'est un joueur nul, donc on n'a pas besoin d'en parler. Il est revenu parce qu'il y avait personne d'autre. Et il y avait Slimani. Il y avait Slimani. Lui, on peut pas lui en Ah, vouloir. qui a Il a fait été tout ce énorme qu'il encore, hein. fallait. Il a été énorme contre le Cameroun, en effet. Donc, au-delà d'un problème offensif, c'est plus un problème de mental et de panique parce que l'Algérie, en fait, au premier obstacle qu'ils ont eu à rencontrer depuis 4 ans, ils ont paniqué et totalement changé leur identité de jeu alors qu'il fallait pas. Je pense qu'on n'aura jamais l'explication parce que Belmadi, c'est pas son genre, mais c'est vraiment ça, ouais. C'est une question de mental. Aurélien, tu penses que d'ailleurs le banc a été décisif dans les problématiques des deux sélections? Autant Mancini a déjà prouvé son sens tactique à plusieurs reprises et pas forcément avec la sélection italienne, hein. Il a mené avec brio, par exemple, Manchester City à son premier titre depuis des lustres. Est-ce que Belmadi aussi, pareil, a pas un peu bloqué au niveau. Enfin, je vois dans le bonhomme un vrai connaisseur du football, un vrai passionné du football, qui sait exactement ce qu'il veut. Mais, et vous pouvez me contredire si vous n'êtes pas d'accord, hein, parce que c'est pas une Mm. affirmation à 100%, c'est plus une interrogation. J'ai l'impression qu'il lui aussi, par exemple, et Mancini par moment aussi, du coup, ça a du mal à peser sur la rencontre. C'est. Ouais, c'est pas compliqué parce que, comment. Bon, j'aimerais déjà ne dire aucune bêtise sur la sélection algérienne, hein, je vois pas Non, mais t'inquiète. je la vois pas tout le temps jouer. En tout cas, sur la sélection de Mancini, oui, le banc, quand tu regardes, disons que la patte Mancini a du mal à exister parce que. Comment. Parce que de toute façon, c'est compliqué aussi avec les remplaçants, qu'on a bien vu que Belotti, même si il était champion d'Europe, ça a été quand même un des plus mauvais Italiens sur les prés, qui a réussi quand même, à foirer son penalty et donc à faire peur à les sélections nationales. Euh, tu as vu, puisque Emerson, normalement Emerson c'est titulaire, mais normalement Emerson c'est sur le banc, bah, c'est absolument pas Spinazzola. Du côté de l'Algérie, je sais que il y avait toujours ce problème. Est-ce que Zedatka, est-ce que Zorgan devait être pris? Est-ce Mm. que Naïm Sliti, non pas Naïm Sliti, il est tunisien, ça y est, je redis des bêtises. Donc oui, et surtout,
surtout, et ça, je sais qu'on l'a tous noté dans les notes avant de préparer cette émission, Ouais. c'est Aïssa Laïdouni, quoi, Qui est parti avec la Tunisie, hein, pour qui est parti expliquer. avec la Tunisie. Et franchement, bah là, pour le coup, je peux parler de quelque chose que j'ai vu, puisque j'ai dû suivre les éliminatoires entre la Tunisie et le Mali. Mais s'il te fallait un bonhomme pour ne serait-ce colmater les brèches au milieu de terrain et surtout pour avoir cette mentalité de gros guerrier, bah, Laïdouni, c'était l'homme à avoir, surtout que si j'ai bien compris, il y a une espèce d'imbroglio où Belmadi était prêt à le sélectionner. euh, et finalement, bah, c'est l'ancien sélectionneur de la Tunisie qui a réussi à le convaincre, mais au dernier moment, parce que finalement, Laïdouni a perdu patience, parce que Belmadi lui a dit oui, enfin, la fédération algérienne lui a dit c'est bientôt ton heure, c'est bientôt ton heure. Mais comme la Tunisie avait un projet de construction autour de plusieurs binationaux forts, dont bah, Laïdouni et je pense à Hannibal Mejbri. Et je sais qu'il y en a un autre, un norvégo-tunisien. Et bah, finalement, il a été plus intéressé parce qu'il y avait un véritable projet. Et j'y reviendrai d'ailleurs plus tard, mais le fait que l'Algérie ait été vue, enfin, perçue enfin comme une nation intéressante du football mondial, après des bonnes années 90 bah, avec Rabat Majer. Ça a aussi mis beaucoup de pression à Belmadi parce que on lui demandait d'aller chercher des binationaux très forts, notamment Oussem Aouar, Amin Gouiri ou Ryan Ait Nouri, pas en position de ouais, s'il te plaît, viens parce que de toute façon, tu ne seras pas sélectionné, mais viens parce que on est fort. Et ça a mis une autre forme de pression. Ça a tout changé, ça. Ouais. Bah, et d'ailleurs, je crois Pardon, que je t'ai coupé, Non, Aurélien, non, non, désolé. j'avais fini. Ouais. Ah, ok, très bien. Yacine, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, mais je rebondissais juste sur ce qu'Aurélien disait pour dire que c'est vrai que depuis 2017, il y a eu un changement dans la manière dont les joueurs de foot perçoivent l'Algérie. Et que ce soit les binationaux qui ont été contactés ou alors qui ont voulu venir, et les joueurs qui étaient déjà là et qui avaient beaucoup plus d'envie de venir, on a vu un vrai changement. L'Algérie, bon, c'est une sélection africaine avant tout. Donc les sélections africaines, malheureusement, si elles n'ont pas de génération dorée, elles font rien. Donc pendant des années, euh, les joueurs rechignaient à venir. À part des joueurs comme Slimani qui ont vraiment l'amour de la patrie, mais des joueurs comme Mahrez, comme Ferrouli et tout, rechignaient à venir. Les infrastructures étaient pas folles. On t'envoie jouer au Botswana, au Bénin, en Érythrée, tout ce que tu veux. C'est pas de l'amour. Mais quand l'Algérie est redevenue pardon, une grande équipe, comme disait Aurélien après les années 80, 90, et qu'il y a eu la Coupe d'Afrique, on commençait là à parler d'un quart de finale de Coupe du Monde, ce qui n'a jamais été fait par un pays du Maghreb. On parlait d'un doublé en Coupe d'Afrique, enfin tout ce que vous voulez. Il y a eu une envie. C'est la plus grande réussite de Belmadi. Maintenant, avec ce double échec de 2022, tout son travail, ça va être de maintenir cette envie. Parce que bon, un joueur comme Mahrez, qui aura 35 piges en 2026, va essayer de le convaincre de revenir faire des matchs éclatés en Guinée équatoriale en attendant ça. Le Coupe d'Afrique, j'imagine qu'il n'a plus aucune volonté. Donc, bon, ça va être tout le travail de Belmadi, c'est de relancer, enfin de maintenir cet intérêt pour la sélection. Et pour parler d'Italie, justement, bon, l'Italie, c'est un pays européen totalement différent avec 4 Coupes du Monde. Donc l'intérêt sera toujours là, mais là, tout le travail de Mancini, ça va être de résoudre ces problèmes offensifs. Ça va être de trouver un successeur à Immobilier. Il n'y en a pas. Il va bien falloir en trouver un. Ça va être de redonner confiance à cette équipe, de lui redonner en fait cette insouciance qu'elle a eu pendant l'Euro. C'est-à-dire que pendant l'Euro, on ne se posait pas de questions. Pendant l'Euro, on jouait. Pendant l'Euro, quand on pouvait tenter un petit filet au lieu d'une frappe au centre, on l'a tenté. Et si on l'a raté, tant pis.
Et voilà, c'est vraiment un travail mental, un travail d'esprit d'équipe que les 2 coachs, vont devoir faire. C'est ça qui va être intéressant à voir parce que, mine de rien, les prochaines échéances vont arriver et l'Euro de par exemple, l'Euro 2024, en Europe, même si l'Italie participe pas à la coupe du monde, elle y sera en tant que championne en titre. Donc bon, il y aura une certaine pression. Bah, il y a un truc intéressant que tu soulèves, c'est que on a 2 profils de sélection différentes, on a un Mmh. point commun malgré tout, ce qui devrait même pas arriver, c'est les réservoirs. L'Algérie, on sait que c'est plus compliqué. Oui, c'est plus Ils forment compliqué, ouais. Et ils pourtant, f tu as des bons centres de formation comme celui du Paradou, hein. oui, non, mais Oui, c'est oui. clair, mais c'est vrai ils n'ont jamais été réputés pour avoir un réservoir débordant et surtout, il est parfois Non, siphonné par la double nationalité avec la France. bah, oui. Et dans des cas et dans d'autres cas là, comme un peu, récemment avec la Tunisie ou le Maroc, donc déjà ça c'est compliqué. Oui. Mais, de l'autre côté, tu as aussi une Italie qui a un grand championnat, même si, il est pas dans sa meilleure forme historique, où, il y a voilà, il y a de l'adversité, il y a le moyen de jouer les grandes compétitions européennes. Donc, tu peux amener des joueurs à atteindre un certain niveau, grâce à une politique nationale, sans Bah, le tomber problème, non c'est qu'il plus. y en a pas. Ben Il y on en a pas on se de rappelle politique tous nationale. 2016 et ce match Inter-Udinese où il y avait pas un seul joueur italien au début du Oui, non, mais même au-delà de ça, en fait, tu prends je vais te prendre un exemple parlant, l'Allemagne de 2002. Donc là, on est sur une autre époque et surtout, on est sur un autre résultat parce que l'Allemagne en 2002 fait quand même finale de coupe du monde. Bon, ils font une coupe du monde pas folle et honnêtement, quand tu vois leurs 11 en finale, c'est un peu éclaté, on va pas se mentir. Et un pays comme l'Italie, en sortant du finale de coupe du monde, on l'a vu en 2006, il s'est pas remis en question. Après l'Euro 2012, pas de remise en question. Après l'Euro 2020, pas de remise en question. Les Allemands, eux, sont arrivés en finale de la Coupe du Monde quand même. Euh, et après, ils en sont sortis et ils ont dit, bon, on a un mondial dans 4 ans, on a un réservoir qui commence à se vider, on va faire une politique nationale à partir de la DTN, de la direction technique nationale et de la fédération, et on va emmener les clubs avec nous. Et les clubs ont suivi, et c'est là qu'on a vu les Philipp Lahm, on a vu les Schweinsteiger, on a vu les Klose dans une moindre mesure, on a vu les Thorsten Frings, enfin les plus anciens d'entre nous. Tous ces joueurs sont sortis et ont fait que l'Allemagne, entre 2006 et 2016, a fait que des demi-finales à l'Euro et à la Coupe du Monde. L'Italie, c'est pas pareil. L'Italie l'a jamais fait, et l'Italie ne semble pas vouloir le faire parce que depuis l'élimination contre la Macédoine, bon, on n'a rien entendu. On a un pays où il y a une culture de club beaucoup plus importante. Faire avancer des clubs comme la Juve, l'Inter, tout ça ensemble dans une même idée de formation, ça va être difficile. Et moi, ce dont j'ai peur d'ici au Mondial 2026, même si l'Europe aura plus de place, donc normalement l'Italie devrait se qualifier, espérons. Ce dont j'ai peur, c'est que l'Italie arrive avec en fait les jeunes d'aujourd'hui, mais qu'entre maintenant et 2026, il y a très peu de jeunes qui éclos, enfin, il y a très peu de jeunes qui percent, voilà, voilà, en meilleur français. Et ce qu'il faudrait vraiment, c'est une politique nationale. Mais j'ai du mal à y croire parce que l'Italie, on n'a jamais eu dans toute son histoire. Et en plus, depuis l'arrêt Bosman, c'est encore pire. Et quand on voit aujourd'hui euh, les meilleures équipes italiennes, le nombre d'Italiens qui jouent en tant que titulaires et qui sont de classe mondiale, t'enlèves Chiesa Immobilier, il n'y a plus personne. Bon, à la limite, Bonucci peut-être, mais il se fait vieux, donc on peut l'oublier. Mais c'est une politique à faire. L'Italie peut le faire, contrairement à l'Algérie. Parce que l'Algérie, il faut jamais oublier que c'est un pays africain. Aurélien sera d'accord avec moi, donc c'est beaucoup plus difficile de faire une politique de formation comme ça. Mais l'Italie a les moyens et ne le fait pas. Et c'est encore plus frustrant. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Aurélien, tu es d'accord que, l'Italie, de base, n'a pas cette idée de politique avec des joueurs italiens? Bah, force est de constater que les faits donnent plutôt donnent raison à Yacine et je pense donnent raison à beaucoup de suiveurs qui se font cette réflexion, hein. Quand tu analyses les effectifs 100% italiens, ils sont malheureusement tout en dessous Bah, la Spezia principalement. voilà, la Spezia, Cagliari,
et donc Lecce quand ils sont en première division. voilà, et donc le problème, c'est que tout ce qu'on suit, tout ce qu'on cite, bah, c'est tout simplement des clubs qui ne font pas partie des gros clubs. Bah, bah, même regarde, tu vois, prenons l'actuel, 1er, le seul, italien complètement, titulaire, et qui quand même a une grosse influence, c'est, Sandro Tonali. Sinon, la défense, ah si, Oui, tu quand même Calabria, mais Barella, d'ailleurs il y a Barella quand Calabria, même. Calabri Ah, tu parles du Milan, pardon, ouais, pardon. Ouais. Calabria n'est que trop rarement, sélectionné, même si ces temps-ci c'était pas, Bah, il y a c'était moins. Florenzi qui est pas Calabria. Moi, je sais pas comment faire, hein. Ouais, voilà, ça c'était ubuesque d'ailleurs. Heu, donc heu, donc ça, il y a ça qui joue, et d'ailleurs, j'avais aussi un peu remarqué ça avec, l'Algérie, même, d'un point de vue local, le championnat algérien, c'est pas, pour ceux qui suivent même de loin le championnat, enfin la Ligue des champions africaine. Tu vois beaucoup de clubs tunisiens, tu vois beaucoup de clubs, marocains, tu vois Mmh. beaucoup de Oui. clubs, égyptiens, et aussi, bah, le congolais comme le tout puissant Mazembe, mais tu vois trop peu de clubs, algériens. Donc Alors que c'est forcément, probablement le pays le plus passionné de tous. C'est voilà, ça qui est Oui, dingue. ouais, c'est ça. donc forcément ça joue un peu, et moi d'ailleurs ce qui avait, pour moi ce qui avait fait que l'Algérie, n'arrivait plus à faire des grosses performances, c'était, bah, de faire appel à 21 joueurs, sur 23, qui étaient nés en France, dont, sur ces 21 joueurs, la moitié avaient eu des sélections françaises, en équipe jeune. Donc finalement, ne savent pas forcément, ce que ça fait de jouer tout de suite pour son pays, de se battre, et bah, ce côté-là les avait amenés, bah, dans la déliquescence, et de ne pas participer, à la Coupe du monde, de 2018, et bah, et finalement, bah, quand les binationaux ont été de nouveau, au centre des questions, des journalistes, algériens, et même bah, finalement, on s'est retrouvé finalement avec les mêmes problèmes de cette Algérie comment, sans caractère, alors que franchement, les joueurs dont elle disposait déjà étaient suffisamment forts. Pourquoi tu viens également, bah, mettre le boxon avec les binationaux, quoi? Beh, ouais, et puis je trouve que la Coupe, arabe des nations, bien que c'était pas, Mmh. d'un niveau, non plus, c'est pas une coupe des Non, bien sûr, Non, bien sûr. je confédérations. crois que la finale n'était pas une véritable pub, pour le football, oui. Non, c'est clair, mais Non, enfin, pas du tout. tu avais quand même des éléments qui savent, qui ont un certain niveau. L'Algérie, faut pas qu'elle enfin, je trouve que c'est dommage qu'elle se cache derrière ces questions de binationalité, parce qu'elle a un vrai ADN football, elle a une vraie passion pour le football, et elle est capable de je pense qu'elle serait capable de réussir, même s'il y avait une loi qui interdisait, les sélectionnés en espoir de changer de sélection ensuite, hein. Franchement, je pense pas que le problème viennent de là, et au contraire, je pense qu'ils se compliquent la tâche à atteindre les carriéristes, parce que, je pense que enfin, tu me dis Yacine si c'est un sentiment qui n'existe pas, mais il y a quand même souvent des joueurs, binationaux, alors pas forcément, du Maghreb, hein. Le Non, Maghreb mais tu justement est prends moins 2. touché par ça, mais il y en a qui attendent un peu, voir s'il y a moyen de jouer pour, l'équipe qui a potentiellement le plus de chances d'aller au bout d'une compétition Ouais. avant d'aller dans l'autre sélection, et on a un peu mis la lumière sur ça avec le cas, Andy Delors, par exemple. C'est bête, et c'est se piéger tout seul. Après, attention, voilà, même si c'est une terre de football, effectivement, le championnat algérien n'est pas le plus réputé, même en Afrique, Ah bah non, non, et non. c'est un énorme frein, et c'est peut-être, un travail qui va prendre beaucoup plus de temps, à l'inverse, de l'Italie, qui a toutes les cartes en main, et même à la société qui devrait rendre, on va dire, la priorité à l'Italie, logique. Enfin, on parle d'un pays,
qui est pas le plus enfin, on est mal placé en France pour faire une critique, hein, bien sûr, mais quoiqu'au football, ça a jamais été trop un problème. Mais l'Italie, pour moi, parce que tu disais que Yacine, ça a jamais été le cas. Pour moi, l'Italie, Mmh. s'est toujours assurée au moins grâce à l'opinion du peuple populaire, qu'il y ait des Italiens dans les équipes. Parce que sinon, ça Ah oui, choque non, mais énormément. non, 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 bien sûr, mais pourquoi il y avait des Italiens dans les équipes? Enfin, je vais pas dire qu'ils étaient obligés, mais parce que c'était la norme. Jusqu'à avant l'arrêt Bosman, on pouvait avoir que 3 joueurs extracommunautaires, dans une équipe, donc forcément, il fallait se reposer sur des Italiens. Les 10, 15 ans après l'arrêt Bosman jusqu'à la Champions League de l'Inter, c'était en fait des clubs qui étaient sur des générations qui ont duré, les Zanetti, Del Piero, Maldini, etc., et qui ont réussi à perdurer au sommet. Mais à partir du moment où cet âge d'or s'est terminé et que l'Italie, les clubs italiens ont dû se refaire avec des nouveaux joueurs et surtout suivre le développement du foot, en particulier en Espagne et en Angleterre, on voit que le choix facile a été de se reposer sur des joueurs Tout étrangers. à fait, oui, ça, tout à fait. Euh, 'Fin, la Juve a réussi à maintenir un peu l'illusion avec Bonucci, Barzagli, Chiellini, Buffon, Marquisio. Marchisio, voilà, Pirlo ces dernières années. Mais aujourd'hui, Ah, vous bon, citez pas Balzaretti? aujourd'hui, à part Chiesa, euh, je vais, enfin, avec Chiellini, je vais pas faire l'injure de citer Bernardeschi ou Deschilio, par exemple. Mais, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? En fait, à Mais partir oui, du moment oui. où l'Italie n'a plus été obligée, entre guillemets, de se reposer sur des joueurs italiens, elle ne l'a plus fait. Et vu que la fédération est faible et que le clubisme en Italie est plus fort que le pouvoir de la fédération, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir mettre en place une vraie politique, une vraie politique à l'allemande, à l'espagnole, à l'anglaise aussi, parce que ces dernières années, ils sortent des vrais joueurs, pour revenir sur le devant de la scène, pour pouvoir enchaîner des compétitions à un bon niveau, c'est-à-dire qu'un des finales minimum, au lieu d'attendre tous les 7 8 ans de faire un coup, une finale par là, un quart de finale par là, une victoire par là. Mais il n'y a pas de régularité. Parce qu'entre deux, il y a des éliminations, soit au premier tour, soit au barrage. Donc à quoi ça sert? Bah, je pense que le problème est plus compliqué, Aurélien, je sais pas ce que tu en penses, c'est aussi que ce que tu dis est complètement juste, mais je pense qu'il est aussi à mesurer autrement parce que il y a quand même eu l'arrêt Bosman fut un temps. Bon, il y avait l'âge d'or italien dans les années 90 et tout, hein, donc il y a quand même une belle période. Enfin, l'Italie a quand même, au bout d'un certain temps, enfin, les clubs italiens et l'Italie cohabité avec des joueurs italiens dans les grands clubs, bien que des étrangers, hein, on peut en citer plein, même de chez nous, hein, des joueurs français, il y en a eu un paquet. Il n'y a pas eu que, Oui, il y a oui. pas eu que Zidane, il n'y a pas eu que Deschamps, hein, et il y a même eu Jean-Alain Non, non, bien Boumsong. sûr. Donc donc voilà, mais Maxime Gonalon, bonjour. Mais Maxime Gonalons. Aurélien, il y avait quand même aussi des clubs qui brillaient à un plus bas niveau. Parme a brillé, bon, pas qu'avec des Italiens, mais avec quelques Italiens. La Roma a fait quelques résultats aussi dernièrement dans les coupes européennes. Il y avait quand même quelque chose de bâti et qui permettait de penser que les joueurs italiens pouvaient se montrer même sans être au top niveau. Mais surtout, le vrai problème, messieurs, on en a déjà parlé plein de fois, nous en privé, Mhm. il n'y a jamais un Italien, quasiment, qui va réussir à l'étranger. Donc c'est pas qu'une question Mais de ça, c'est pas projet un de club, problème. les éléments Ça, même c'est pas. intrinsèques ne fonctionnent pas à l'étranger. Ça Non, non, dépend, non, ça non, dépend, je suis pas ce n'est pas d'accord. un problème si ton championnat est très Voilà, fort. voilà, parce que les Anglais y arrivent. Sauf que, Les Anglais y arrivent. Sauf sauf que, que bon, les Anglais, la voilà. Serie Mais les A, Anglais ont longtemps souffert, messieurs. ouais. Oui, non, non, Ah mais oui, oui, mais, si ton mais championnat est les très Anglais fort, mais ont là actuellement, retravaillé maintenant. si les équipes de ton championnat est très fort, sauf que malheureusement, bah, on voit bien qu'en Italie, Voilà, c'est ça le on problème. n'arrive plus à choper une seule Coupe d'Europe, et donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mm. Si cette année la Ligue 1 est actuellement deuxième, on est passé deuxième parce que forcément, bah, on n'a plus de club, on n'a plus qu'un seul club en coupe d'Europe. Si la France est même est deuxième au classement, au coefficient UEFA de cette année et que l'Italie bah, doit être au moins à la quatrième ou cinquième place, il n'y a pas, y a pas de magie. Finalement, oui,
les Italiens n'arrivent pas à fonctionner hors d'Italie, bah, là, ça devient une véritable problématique parce que, Oui, comment, mais aujourd'hui, les équipes je peux te italiennes ne sont plus assez fortes en mmh, Europe. mais je peux te retourner la question. Aujourd'hui, à enlevons, Chiellini, Bonucci parce qu'ils sont sur la fin. Tu me prends des joueurs italiens entre 18 et 33 ans, qui jouent en Italie actuellement. Qui peut postuler, au grand club à part Chiesa? Bah, déjà, je te prends des joueurs Barella peut-être, entre Barella. 18 et 21 ans, malheureusement, Non, entre 18 et si tu 33, mais regardes, ouais. la sélection des Azzurrini, tu vois qu'il y en a que, Mmh. je crois qu'il y en avait que 3 qui étaient vraiment, en Serie A, le reste c'est qu'en Mmh. Série B, quoi, hein, donc Oui, oui, mais allez, Ah oui, parce qu'ils peuvent pas aller à allez, l'étranger, mais ils jouent Chiesa, pas en Serie A, donc ben non, c'est ça. Allez, Chiesa, Barella et à la limite Spinazzola, même s'il a pas encore, tout prouvé. Donc mais disons même Di Chiesa, Barella. Lorenzo, les latéraux, c'est pas le poste où il y a le plus Oui, de mais talent au donc monde. on a 2 l'Italie a 2 joueurs qui peuvent postuler à du Liverpool, City, Bayern, Madrid, Barça, PSG, Chelsea. Voilà. Non mais Pour, i pour les plus grands clubs actuels. Yacine, il ne Donc le fonctionnait problème, ni à mais non, c'est. Dortmund, ni à l'Atlético de Madrid. Les joueurs italiens qui étaient en Non, non, hype. non, non, mais là. Non, non, mais bien sûr. Mais après, Donc c'est pire. Immobilier. Non, mais Immobilier, on a toujours su que c'était un joueur qui avait besoin d'un environnement favorable pour réussir. Et d'ailleurs, la preuve, en Italie, il n'y arrive pas, à l'étranger, il n'arrive pas, il n'arrive qu'à la Lazio. Mais tu prends un joueur comme Chiesa, des joueurs comme Chiesa ou Barella, juste pour faire l'aparté, tu mets Chiesa à Liverpool, c'est sûr qu'il cartonne. Ça, j'ai aucun doute. Tu mets Barella à Chelsea, il cartonne. Sous Tuchel. Mais non, la question, c'est en fait, comme tu disais, en fait, on est bloqué sur tous les plans parce que on ne fait pas jouer les Italiens en Serie A. On n'a pas d'Italiens capables d'aller jouer à l'étranger. On a des sélections de jeunes qui sont à des années-lumière de ce que la France peut et l'Espagne peuvent proposer, par exemple. Donc, en fait, à part une politique qui viendrait d'en haut, qui irriguerait le fameux ruissellement, une politique verticale qui viendrait d'en haut et qui obligerait les clubs à travailler avec peut-être des quotas, je ne sais pas, mais pour moi, la seule solution, c'est la Fédé, c'est la FIGC, parce que après, sinon, c'est une impasse. C'est une impasse. Et on parle. Et ce qui est vraiment dommage, ce qui est vraiment dommage, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que l'Italie a tout ce qu'il faut pour réussir. On parle de l'Algérie dans ce podcast, pardon, aussi. L'Algérie, en termes d'infrastructure, de niveau de championnat, de club, d'histoire, à des années-lumière de ce que l'Italie peut proposer. Oui, mais on Donc atteint c'est un standard d'autant moins plus important dommage. aussi. Non, non, bien sûr, mais oui, mais c'est d'autant plus l'Algérie a dommage moins que de choses l'Italie n'y arrive a pas. moins de choses à proposer, mais elle a largement, assez de choses à proposer Non, pour bien participer à sûr, une mais coupe du monde. justement, oui, non, mais ça, bien sûr, on pourra reparler de l'arbitrage si vous voulez, mais c'est d'autant plus dommage de voir un grand pays comme l'Italie ne pas emprunter ce chemin qui est le seul viable, qui est la formation, alors que tout est là pour le faire. Tout est là. Alors que pourtant la Primavera, enfin les équipes Primavera ont été le premier modèle d'équipe de jeunes à vraiment Mmh, à avoir une importance, à ouais. être Et regarde, diffusé il y a, et à être connu quoi. il y a, Donc il y a que la Juve qui a de U23. C'est inadmissible. oui, c'est vrai, Pourquoi c'est vrai. seule la Juve, pour une fois qu'on trouve un point positif à cette fichue Juve Ouais, en mais cette pour avoir saison. Marley Ake, ça sert à pour avoir Marley Ake, Non, ça sert non, à mais quoi? bien sûr, mais le projet est là. Après, la gestion, c'est autre chose, mais on pourra accorder à la Juve qu'elle est la seule à le faire. Pourquoi? Oui, non, mais c'est vrai, pourquoi pas, là où, veut en venir Yacine, c'est pourquoi ne pas intégrer en série C, Oui, comme la deuxième division espagnole, Mm. ouais. voilà, pourquoi ne pas, intégrer, comment, des équipes réserves de grands clubs. Mais on parlait de Primavera, il me semble que, même si Arrigo Sacchi, le disait, de manière, plus que maladroite, je crois qu'il y a de plus en plus, d'étrangers et tu n'as plus que 30 d'Italiens qui sont, dans les Mm. Primavera. Oui, puis la solution, elle est pas forcément en Primavera. Déjà, si tu as des joueurs qui jouent en Primavera, c'est bien, mais s'ils viennent jamais en Serie A comme aujourd'hui, ça servira à rien. Le problème sera le même. Et ce qui me fait très peur, c'est que l'Italie accuse, je trouve, dans la structure d'un club moderne, un retard considérable au niveau commercial marketing. Et j'ai très peur que ces clubs-là veuillent
se construire sur cet aspect-là prochainement. Le problème, c'est que c'est pas forcément toujours dans le sens du sportif. Yacine le dira autant que moi, quand bien même moi je suis pas supporter de la Juve, Forza Mmh. Toro, mais toi tu l'es. Oui. L'arrivée en bourse de la Juve et ce que ça implique au niveau commercial, c'est-à-dire de faire parler de soi, d'être clinquant, de dépendre aussi de ton action. Ça ne va pas toujours dans le sens du sportif. On a préféré prendre un Cristiano qui en soi aurait pu, marcher, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes quand même, Mmh. plutôt que de construire 11 joueurs, enfin d'acheter un collectif quoi. Et ça, j'ai très peur que ça parte en vrille encore plus en Italie. Alors que tu vois, en Algérie, je me dis: ils vont pas ils peuvent déjà les clubs, claquent pas des millions d'euros dans les joueurs. Non, bien sûr. Il y a aussi, souvent, c'est ce problème de sportif où c'est plus difficile en Afrique et qu'en soi ça te conditionne à soulever des montagnes. Donc je trouve en fait Oui, que bah que oui, bah l'It que pour qu'une l'Algérie équipe, africaine, l'Algérie n'ayant pas le choix, elle est en merde de toute manière. De toute façon pour aller à la coupe du monde quand tu es une équipe africaine, tu es dans la mouise parce qu'il y a trop peu de place. mmh. Donc Après à voir avec les 9 équipes de bien 2026 sûr, oui, ça va changer comment ça va se ça passer. va changer énormément de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est quelque chose auquel je crois et d'ailleurs, mon club, mon club dans mon sang, l'OM, le prouve, c'est quand tu es le plus dans la panique financière et quand tu es limité que tu fais tes meilleures idées. Mmh, Et mmh. l'Italie a du potentiel, mais ça fait pas c'est pas dire que l'Italie a du potentiel. Mais Heu l'Italie a du potentiel tout le mais temps. mais oui et je veux et c'est non, mais le plus aberrant, j'insiste là-dessus pour bien faire comprendre aux gens parce que nous, on connaît la société italienne, parce qu'on est passionné déjà du foot italien, mais aussi, on est des «italianistes» entre guillemets, Mmh mh. la société italienne a de base tout pour que ce soit inacceptable qu'il Mmh. y ait trop de joueurs étrangers Ouais, dans leurs mais effectifs. peut-être c'est une question de précipitation, d'impatience, Je de pense que, il y aurait un lien énorme à faire. On va appeler, notre cher Nicolas Soldano pour faire une thèse là-dessus, puisqu'il est censé avoir fini sa thèse actuelle. Je pense que l'américanisation, de l'Italie, elle se ressent aussi dans le football. Qu'aujourd'hui, ils suivent les pas, des autres nations, par exemple comme la France, alors que pendant mmh. longtemps, c'était: «Nous, on n'est pas pareil, on n'est pas comme ça, on fait les Ouais. choses mieux». Les Italiens, on les connaît, ils ont tout inventé, ils ont pas besoin de visiter autre chose parce que c'est magnifique chez eux et en vrai, c'est pas tout le temps faux. Et pourtant au football, ça marche pas et c'est quand même ça me fume. Donc messieurs, pour conclure cette émission, je vais vous poser une question, autant pour l'Algérie que pour l'Italie et je vais commencer avec toi Aurélien. Comment tu vois la suite? Est-ce qu'il faut changer les hommes? Est-ce qu'il faut, donc les entraîneurs, hein, plus que les joueurs, parce que les joueurs, tu es un peu limité de toute manière. Est-ce qu'il faut, une construction vraiment fédérale ou est-ce qu'il y a eu un accident de parcours et ça va changer? Pour moi, l'Italie relève un peu plus de l'accident de parcours que d'Algérie, donc laisser quand même, Mancini à la tête de l'Italie, dans tous les cas. Maintenant, à lui de prouver que, comme d'autres sélections auparavant, des erreurs de parcours, permettent de se relever, d'autant plus fort. Bah, de toute façon, pour preuve, hein, l'Italie de novembre 2017 qui remporte l'Euro 2020 ou, on a parlé de l'Allemagne qui en 2004 se fait éliminer au premier tour dans un groupe composé de la Lettonie où ils font seulement, 1 partout, de mémoire et qui finalement, finissent avec, 2 3 places à la coupe du monde et une coupe du monde. Donc voilà, et forcément, heu, bah si l'Espagne, par exemple, a réussi à dominer le monde entre 2008 et 2012, c'est qu'on voit bien qu'un projet structuré qui part de la fédération jusqu'au club, ça fonctionne. Et idem pour l'Algérie. Alors pour l'Algérie, je souhaite quand même garder Jamel Belmadi, mais qui prenne avec lui une grosse boîte de Lexomil pour être un peu plus, D'humilité aussi. ouais, d'humilité, pour être un peu plus calme en conférence de presse, parce que à dire
quand tu commences à insulter, des journalistes en disant: «Vous avez pas joué au foot, donc tu te tais», si on veut, on peut lui sortir de liste de tous les entraîneurs de football qui ont été, très bons. Je pense à Arrigo Sacchi, je pense à un Thomas Tuchel, je pense à un Giroud, qui ont, joué au foot de manière, plus qu'anecdotique et qui, sont des références, mondiales, même pour Giroud, dont je rappelle, qu'il a été salué par Sir Alex Ferguson. Donc voilà, pour l'Algérie, ça ressemble plutôt à de la sérénité et aussi à moins de rififi au sein de la fédération. J'ai l'impression que cette défaite a ravivé tous les maux qu'il pouvait avoir au sein de la FAF, si je ne me trompe pas, Oui, la de FAF, la ouais, tout à FAF. fait. Et c'est que comme ça que ça pourra revenir de plus belle et au moins rajouter une nouvelle canne au palmarès. Yacine, comment tu vois les choses de ton côté? Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Aurélien en général. Garder Mancini parce que je le disais dès l'émission Calcio Mio post-élimination, c'est difficile de mettre l'élimination sur son dos quand des joueurs sont pas foutus de mettre des pénaltys ou de mettre des ballons dans un but vide. Toute notre analyse aurait pu changer à cause de ça. Donc le Mancini peut continuer. Quand on regarde le 11 de l'Italie, il y a quand même la majorité des joueurs qui seront là en 2026 normalement. Donnarumma, Bastoni, Spinazzola, Lazzaris, il leur donne une chance, Barella, Tonali, Chiesa, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc, j'ai pas peur pour l'Italie sur ce point. Par contre, c'est évident que se reposer sur un vivier de 20 à 25 joueurs n'est pas viable pour le futur et qu'au lieu d'attendre des pépites qui viennent de nulle part, il faudrait que la fédération prenne en main la formation, la post-formation des jeunes Italiens, parce que sinon, l'Italie va en fait continuer dans cette manière d'être qui est de réussir une compétition sur deux ou sur trois. Et pour un pays qui a quatre Coupes du Monde, c'est inadmissible. Donc ça, c'est pour l'Italie. Après, pour l'Algérie, pareil, garder Belmadi, peut-être un Belmadi plus calme, plus serein. Après, de toute façon, si la double déconvenue Coupe d'Afrique, Coupe du Monde ne le rend pas plus humble, il n'y a rien qui le rendra plus humble. Donc, on n'a plus qu'à espérer que ce soit le cas. Mais c'est pas ça le plus grand problème de l'Algérie. Le plus grand problème, c'est, comme disait Aurélien, le réfifier à la FAF. Il faut espérer que les gens qui gouvernent le football algérien, à l'image d'un Zetchi il y a quelques années, fassent passer l'intérêt du peuple et l'intérêt du football avant leur intérêt personnel. Parce que si cela est fait, une grande partie des problèmes seront réglés. Parce que d'un autre côté, autant on peut dire que l'Italie doit travailler sur la formation, autant pour l'Algérie c'est très difficile. Et je pense que Belmadi, d'ici 2026, va devoir faire déjà avec les joueurs qu'il a, avec les joueurs qu'il n'appelle pas, à l'image de Zorgan, et avec les nouveaux jeunes joueurs qui sortiront des centres de formation français, anglais et espagnol, et dans une moindre mesure italien. Mais c'est plus difficile de parler de formation pour l'Algérie, parce que de toute façon, rien qu'au début, en amont, les infrastructures sont pas là. Donc voilà, c'est une sorte de, pour les deux pays, une sorte de statu quo sur les hommes, avec de profondes nécessités de changement sur la gestion, parce que ce vers quoi on se dirige, que ce soit pour l'Italie ou l'Algérie, c'est pas viable à long terme. Et pour des pays avec une histoire footballistique aussi riche, évidemment l'Algérie dans une moindre mesure, mais de toute façon, 1-2-1 contre l'Allemagne en 82 pour l'Algérie vaut 3 Coupes du Monde pour l'Italie. Donc bon, euh, pour des pays à l'histoire aussi riche, euh, ne pas aller au Mondial 2026, ce serait plus que catastrophique. Bah, je pense Voilà. je pense personnellement que l'Algérie va désormais partir de moins loin, Oui, oui, parce de que moins loin, bien parce sûr, qu'on bien a sûr. on en attend un petit peu moins, mais aussi, la réforme de la coupe du monde va quand même, rendre un petit peu justice aux sélections africaines.
Ça veut pas dire qu'il faut pas Oui, bah, travailler, heureusement. faut pas travailler Non. ça veut dire qu'il faut pas travailler et Belmadi, je pense doit vraiment, déconnecter un petit moment, dans le sens Oui, où bah, c'est il ce a qu'il va déjà faire. C'est réussi ce qu'il avec va ce faire. qu'il a, il est capable de faire des bonnes choses, les joueurs sont capables de faire de très bonnes choses, et d'ailleurs c'est pour ça que je garderai Mmh. les 2 sélectionneurs, parce que déjà d'un, je suis pas sûr qu'il y ait mieux sur le marché pour eux et surtout, ils ont déjà gagné, donc ils connaissent le chemin, ils savent ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, à eux d'analyser. Pour l'Italie, par contre, j'ai peur que, oui, voilà, ce soit vraiment une crise qui soit encore plus globale. Parce que autant l'Algérie n'a pas un championnat fort, parce que bah, les meilleurs championnats sont en Europe, hein, de toute manière. Autant l'Italie, c'est pas forcément le cas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les clubs pèsent plus fort, donc ce sont la locomotive. Donc soit il faut inverser ça, mais Mmh. il y a toute une structure organisationnelle à créer. Et on connaît les Italiens, quand il faut s'organiser, quand il faut voter, il faut décider, Mmh. c'est parfois difficile. Donc le travail est plus important, d'autant plus qu'il y a moins de la réforme va moins toucher l'Europe que l'Afrique, donc les bonnes idées seront le bienvenu. Par contre, je pense qu'ils sont dans les meilleures mains possibles, bien que Mancini doit progresser, ça doit lui servir. Il y a quand même moyen de faire des bonnes choses et il y a quelques joueurs, on pourrait donner les 2 jeunes de Sassuolo en exemple, hein, ou Barella qui est quand même encore relativement jeune. On peut penser à Donnarumma qui est quand même assez jeune, Verratti, je le mets de côté, mais enfin, tu as quand même Oui, des oui. gens qui arrivent à peine à la trentaine, qui peuvent encore quand même, être très bons et qui ont déjà montré qu'ils étaient capables de monter à un certain niveau. Donc globalement, dans les 2 équipes, je n'ai plus trop peur pour la suite, mais il va pas falloir se rater une nouvelle fois parce que se mettre dans de nouvelles conditions, un peu, déceptives, alors que le football mondial va changer. On parle peut-être même de coupe du monde tous les 2 ans, au secours. Heu, Mmh. Là, ça deviendrait critique, donc il faut pas traîner messieurs, algériens et italiens et heu et on va suivre ça avec attention. Voilà ce que j'avais aussi à dire. Est-ce que messieurs, vous voulez rajouter quelque chose? Allez Heu, l'OM! Ah mais ça non mais ça non, devrait être dans le générique, mais bah, si je devais rajouter quelque chose, ce serait, souhaitons à monsieur Gassama de ne plus jamais arbitrer de match de football, malgré tout, parce qu'on a beau avoir toutes les analyses du monde, je reste extrêmement frustré. Ça, c'est pour l'Algérie. Et de 2, souhaitons à l'Italie qu'elle se trouve enfin un stade totem je où suis où d'accord. elle ne voilà, où elle ne perd, parce que San Siro, c'est terminé, la Sicile, c'est terminé, à Naples, ils jouent jamais, à Turin, C'est bon, trop celui du petit. Torino, on n'en parle pas, et celui de la Juve, Buffon a fait une cagade contre l'Espagne. Donc il reste l'Olympico, à voir, l'Olympico, j'y crois. Peut-être que si on va en barrage en 2026, du coup ça se jouera à l'automne 2025, il faudrait jouer à l'Olympico au lieu de délocaliser en province, je sais pas. Mais il y a eu de belles histoires, hein, même à San Siro, hein, Non, c'est il vrai, mais f bon, maintenant, le Stade de France n'a pas vu que des beaux mmh, matchs, n'a pas une âme particulière et pourtant on fait très bien avec, oui, donc mais bon, San Siro est taché à jamais. Le Stade de c'est France, à jamais, ça mais restera le oui, mais 12 ça juillet fait c'est 98, aussi mais ça ce qui fait aussi partie de l'histoire et regarde, Wembley ne va pas arrêter d'accueillir l'Angleterre. Donc non, non, bon, bien sûr. Mais restons à l'Olympico. Voyons ce qui se passe bah, là-bas. c'est la logique de toute manière, tu t'attends à jouer dans Mmh. ta capitale en général, enfin, pour la plupart des Oui, pays. bien sûr, ben c'est comme l'Algérie, hein, Mais maintenant que l'élimination a lieu à Blida, revenons au 5 juillet, voyons ce qui se passe. je suis d'accord que voilà, il faut pour moi, une équipe doit avoir un stade, que ce soit une sélection ou un club. Mmh. Messieurs, merci Yacine pour ta première. Merci à vous, de rien, ça fait plaisir. Et écoute, tu reviens quand tu veux, j'avais peut-être envie de parler de tes bianconeri dans pas longtemps, donc si ça te tente, pourquoi pas. Aurélien, bah, tu été excellent comme d'habitude, merci Je vous en prie. et Je reviendrai donc. ah, bah, tu reviens quand tu veux, c'est toi qui as les clés du studio, tu y arrives avant moi dans le studio, donc tu fais partie des meubles, tu es un peu notre meuble imprononçable IKEA,
mais qui est tellement fonctionnel qu'on le garde tout le temps, on lui refait une peau neuve. Mmh. Voilà, donc tu as parlé d'Algérie, tu as déjà parlé d'Afrique, tu as parlé, qu'est-ce qu'on avait? J'ai parlé de Ligue 1, de Lyon, Ouais, de ouais, tu fais des sujets, hein. Putain, tu et fort, hein. c'est Tu fort, le couteau suisse. faut le savoir, on a une véritable encyclopédie, c'est une chance de l'avoir et encore vous avez rien vu, on n'a pas encore parlé de Ligue 2 donc vous Ouh, la verrez Ligue 2, je sais l'étendue. pas si je pourrais vous aider, hein. Oh si, je À suis sûr à que la limite à la limite la CFA ou la CFA2 parce que j'ai une certaine expérience en suivant le CRUF. Feu le CRUF, très difficile à dire, mais vous m'avez compris. Mais la Ligue 2, bon, je suis Mais, sûr que tu es un OK. grand fan du chamois niortais, au fond de toi. on en reparle, ce soir à 22:00, s'il faut faire un épisode de Ligue 2. D'accord, et ben écoute, je note ça et on regardera, mais on parlera sûrement de Ligue 2, hein. Il y a une saison assez particulière cette année, avec un Toulouse qui brille, donc on en parlera. En attendant, j'invite, nos auditeurs, à aller checker les anciens épisodes si vous les avez pas encore, écoutés. On vous mettra un petit, sondage que je vais concocter, sur Spotify, pour ceux qui écoutent sur Spotify. En attendant, vivez le sport, faites du sport, regardez-le, faites comme vous voulez, mais surtout, surtout, soyez heureux comme d'habitude. Ciao, ciao. Ciao à tous.